Les vacances d'Hercule Poirot de Agatha Christie. Partie 3 du livre audio. Suite du chapitre 5. 5. Après son départ, les trois hommes s'entre-regardèrent. Drôle de client, dit Weston. Il ne se livre pas. Qu'en pensez-vous, Colgate ? Difficile à dire, répondit l'inspecteur. Il est du genre flegmatique. Ces gens-là font toujours mauvaise impression quand ils déposent, et on n'est pas toujours juste avec eux. Ils auraient des choses à dire, mais elles ne sortent pas. C'est plus fort qu'eux. C'est comme ça que Wallace s'est fait condamner. Il n'y avait pas de preuves, mais les jurés n'ont jamais voulu admettre qu'un homme puisse perdre sa femme et parler de la chose aussi calmement qu'il le faisait. Weston se tourna vers Poirot, sollicitant son opinion. « Que vous dire ?» fit Poirot, écartant les mains dans un geste d'impuissance. « On se croirait devant un coffre-fort. Il a choisi son rôle. Il n'a rien vu, rien entendu, et il ne sait rien. » « Pour les mobiles, dit Colgate, nous avons le choix. La jalousie d'une part, l'argent de l'autre. Évidemment, le mari est suspect. C'est forcément à lui qu'on pense d'abord. S'il est prouvé qu'il était au courant des relations de sa femme avec l'autre type... » Poirot ne le laissa pas achever. « Je crois, dit-il, qu'il était au courant. »« Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?»« Eh bien, voilà. Hier soir, après avoir bavardé sur la falaise avec madame Redfern, je revenais vers l'hôtel quand j'ai aperçu madame Marshall et Patrick Redfern. 2 minutes plus tard, Marshall m'a rejoint. Il ne m'a rien dit et il avait, comme toujours, son visage de bois. Mais il était d'une pâleur significative. Soyez-en sûrs, il savait. » Colgate laissa entendre un grognement qui prouvait qu'il n'était pas convaincu. « Si vous le croyez. »« Je ne crois pas. Je suis sûr. »« Mais qu'est-ce que ça nous donne ? » ?»« Rien. Ce qu'il faudrait connaître, ce sont les sentiments de Kenneth Marshall pour sa femme. »« Sa mort ne semble pas l'avoir trop affecté, » dit le colonel. Poirot hocha la tête en signe de doute. « Ces gens très calmes, dit l'inspecteur, sont quelquefois, en dessous, des passionnés. Il se peut fort bien que cet homme-là ait été follement amoureux de sa femme et follement jaloux. Seulement, il n'est pas de l'espèce de ceux qui le laissent voir. »« C'est possible, fit Poirot. En tout cas, sa personnalité m'intéresse beaucoup, et son alibi également. »« L'alibi par la machine à écrire, dit Weston, avec un gros rire. Qu'est-ce que vous en pensez, Colgate ? » « Eh bien, répondit l'inspecteur, c'est un alibi qui ne me déplaît pas. Ce qu'il a de sympathique, à mon sens, c'est qu'il n'est pas très bon. Il est... comment dire ? Il est naturel. Il fait vrai, pas fabriqué. Si nous trouvons que la femme de chambre était bien dans le voisinage et qu'elle a entendu la machine, je crois bien que nous serons là en présence d'un alibi indiscutable et qu'il nous faudra chercher ailleurs. »« Ailleurs, oui, fit le colonel Weston. Mais où ? » 6. La question les tint tous trois silencieux pendant quelques instants. L'inspecteur Colgate fut le premier à parler. « Le problème, dit-il, se résume à ceci. L'assassin est-il venu du dehors, ou est-ce un des pensionnaires de l'hôtel ? Je ne mets pas absolument les domestiques hors de cause, bien entendu, mais je suis persuadé que l'affaire s'est passée en dehors d'eux. Non, c'est un pensionnaire de l'hôtel ou quelqu'un de l'extérieur. Cela posé, les mobiles. Il y a l'argent. La seule personne qui se trouve bénéficier de la mort de la dame, c'est son mari. Au moins, à ce qu'il semble. Autre mobile possible, je n'en vois guère qu'un, la jalousie. J'ai idée que, si nous nous sommes jamais trouvés en présence d'un crime passionnel, c'est aujourd'hui. » Poirot, les yeux au plafond, dit à mi-voix. « Il y a tant de passions différentes en ce bas monde. » L'inspecteur Colgate poursuivit. « Le mari ne veut pas admettre qu'elle ait eu des ennemis, j'entends de vrais ennemis. C'est un point sur lequel je ne peux pas être d'accord avec lui. Une femme comme ça a nécessairement beaucoup d'ennemis. Vous ne croyez pas ? »
La question s'adressait à Weston, mais ce fut Poirot qui répondit. Ça ne fait aucun doute. Il y a des gens qui détestaient Arlena Marshall. Seulement, à mon avis, ça ne nous avance pas de le savoir. Car ces gens qui détestaient Arlena Marshall, ce sont des femmes. Ce qu'elle avait, c'était des ennemis. Le colonel Weston grogna et dit. Il y a du vrai là-dedans. J'ai bien l'impression qu'elle avait toutes les femmes contre elle. Or, poursuivit Poirot, il est à peu près impossible que le crime ait été commis par une femme. Que dit le rapport médical? Un nouveau grognement de Weston préluda à la réponse. Nisdon, dit-il, est à peu près sûr qu'elle a été étranglée par un homme. De larges mains qui ont serré avec une étonnante vigueur. Il faut compter avec l'hypothèse possible de la femme athlète, mais elle est bien invraisemblable. Poirot approuva. Parfaitement, fit-il. Un peu d'arsenic dans une tasse de thé, une boîte de chocolat empoisonné, voilà des crimes féminins. J'admets encore, à la rigueur, le couteau ou le revolver, mais pas la strangulation. Non, c'est un homme que nous cherchons, et c'est ce qui complique le problème. Car s'il y a ici deux personnes qui avaient de sérieuses raisons de souhaiter la disparition d'Arlena Marshall, ce sont deux femmes. Dont, je pense, Madame Redfern, dit Weston. Oui, Madame Redfern aurait fort bien pu se mettre en tête de tuer Arlena Marshall. Elle avait pour cela de très bonnes raisons, et je la crois très capable de commettre un meurtre. Seulement, pas un meurtre comme celui-là. Elle est malheureuse, elle est jalouse, mais elle ne se laisse pas emporter par ses passions. En amour, elle doit être sincère, loyale, mais un peu froide. Et puis, comme je le disais, il y a un instant, quelques gouttes d'arsenic, d'accord, mais la strangulation, non. De plus, physiquement, elle est incapable d'avoir étranglé Arlena Marshall. Elle a les mains très petites, d'une taille sensiblement au-dessous de la moyenne. Weston acquiesça. Il ne s'agit pas d'un crime de femme. Le coupable est un homme. L'inspecteur Colgate tout sauta, puis dit. Je voudrais vous proposer une hypothèse. Supposons qu'avant de rencontrer ce monsieur Redfern, la dame ait eu une autre aventure avec un inconnu que nous appellerons X. Elle lâche le dit X pour Redfern. X, ivre de rage et de jalousie, la suit ici, s'installe quelque part sur la côte, s'introduit dans l'île en douce et lui fait son affaire. Tout ça, je crois, n'a rien d'impossible. C'est possible, en effet, admit Weston. Et si vous avez deviné juste, la preuve doit être facile. Votre homme est-il venu dans l'île à pied ou en bateau? Je penche pour le bateau. Ce bateau, il a bien fallu qu'il le loue quelque part. Une enquête rapide doit nous apprendre où. Poirot se taisait. Weston se décida à lui demander ce qu'il pensait de la théorie de Colgate. À mon avis, dit lentement Poirot, elle laisse une trop grande part au hasard. L'assassin aurait pris trop de risques. Et puis, il y a là-dedans quelque chose qui ne colle pas. J'ai beau faire, je ne vois pas l'homme. Cet homme ivre de rage et de jalousie. Ce ne serait pas le premier qu'elle aurait rendu ma boule, dit Colgate. Regardez, Redfern. Je sais, fit Poirot. Pourtant, Poirot fit la grimace, fronça le sourcil et dit. Il y a dans tout ça quelque chose qui nous échappe. Chapitre 6 1. Le colonel Weston donnait à haute voix lecture à ses deux compagnons de la liste des noms portés sur le registre de l'hôtel. Le major Cowan et madame, Miss Pamela Cowan, monsieur Robert Cowan, monsieur Evan Cowan, Ridles Mount, Leatherhead. Monsieur et madame Masterman, monsieur Edward Masterman, Miss Jennifer Masterman, monsieur Roy Masterman, monsieur Frédéric Masterman, 5 Marlborough Avenue, Londres, N.W. Monsieur et madame Redfern, Cross Gates, Seldon,
Princess Risborough. Le major Barry, 18 Cardon Street, St. James, Londres, SW. Monsieur Horace Blatt, 5 Pickersgill Street, Londres, ici. Monsieur Hercule Poirot, Whitehaven Mansions, Londres, W. Miss Rosamond Darnley, 8 Cardigan Court, Londres, W. Miss Emily Brewster, South Gates, Sunbury-on-Thames. Le révérend Stephen Lane, Londres. Le capitaine Marshall et Madame Miss Linda Marshall, 73. Upcott Mansions, Londres, SW, 7. La lecture terminée, il attendit. Colgate parla le premier. « Je crois, dit-il, que nous pouvons liquider tout de suite les deux familles du début. D'après Madame Castle, les Masterman et les Cowan viennent ici chaque été, avec leurs ribambelles d'enfants. Ce matin, ils ont emporté leur repas et sont partis en mer pour une excursion qui doit durer toute la journée. Leur départ a eu lieu vers 9 heures. Leur pilote s'appelle Andrew Baston. Nous pourrons l'interroger, mais je suis sûr que nous pouvons dès à présent les laisser de côté. »« D'accord, » fit Weston. « Éliminons tout ce que nous pouvons. Voudriez-vous, Poirot, nous donner quelques renseignements sur les autres ?»« Volontiers, » répondit Poirot. « Nous commencerons dans l'ordre par les Gardner. Ce sont des gens rassis, pas désagréables, et qui voyagent beaucoup. C'est la dame qui fait la conversation. Le mari se contente d'approuver ce qu'elle dit. Il joue au tennis et au golf, et il témoigne, lorsqu'il est seul, je veux dire sans sa femme, d'un humour à froid qui n'est pas dépourvu de charme. Très bien. Ensuite viennent les Redfern. Le mari est jeune et séduisant, nageur magnifique, bon joueur de tennis et danseur accompli. De la femme, je vous ai déjà parlé. Elle ne fait pas de bruit et elle est assez jolie, d'un genre effacé. Je crois qu'elle aime son mari. J'ajoute qu'elle a quelque chose qui manquait à Arlena. Et quoi donc? Elle est intelligente. En amour, fit Colgate. L'intelligence ne compte guère. C'est une opinion, répliqua Poirot. Pourtant, je crois que, si épris qu'il ait pu être de Madame Marshall, Redfern aime sa femme. Ça se peut fort bien. J'ai déjà vu des cas analogues. L'ennui, observa Poirot, c'est que vous pouvez aller raconter ça à une femme. Elle ne vous croira pas. Il jeta un coup d'œil sur le registre et reprit. Le major Barry, ancien officier de l'armée des Indes, grand admirateur des dames, raconte des histoires longues et ennuyeuses. N'insistez pas, dit Colgate, nous connaissons le modèle. Monsieur Horace Blatt, c'est, selon toute vraisemblance, un homme riche. Il parle beaucoup. Et surtout de Monsieur Blatt. Il veut être l'ami de tout le monde, et c'est assez fâcheux, car personne ne recherche sa compagnie. Autre point à signaler, Monsieur Blatt, hier soir, m'a posé un tas de questions. Il avait l'air ennuyé et, de son côté, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Il prit un temps, puis, d'une voix très différente, continua. Passons à Miss Rosamond Darnley. Elle dirige une grande maison de couture, Rose Mond Limited. Que vous dire d'elle? Elle est célèbre, elle est intelligente, elle a autant de charme que de chic, et elle n'est pas du tout désagréable à regarder. C'est une très vieille amie du capitaine Marshall. Tiens, fit Weston, intéressé. Oui, ils se sont retrouvés ici après s'être perdus de vue pendant des années. Savait-elle qu'elle le rencontrerait ici? Elle dit que non. Il jeta un nouveau regard sur le registre. Vient ensuite Miss Brewster. C'est une femme un peu bizarre, au moins à mon avis. Elle a une voix d'homme, ses manières sont assez rudes, mais je lui crois un cœur excellent. Elle fait du canot et, au golf, son handicap est de 4. Reste le révérend Stephen Lane, fit Weston. Qui est le révérend Stephen Lane? Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il est d'une nervosité presque maladive. Pour le reste, je ne sais rien de lui.
Je dirais pourtant que je le crois très sectaire. Encore une espèce connue, dit Colgate. Weston ferma le registre. Ainsi donc, fit-il, voilà tout notre monde. Qu'est-ce qu'il se passe, Poirot? Vous paraissez songeur. C'est vrai, reconnut Poirot, et voici pourquoi. Ce matin, lorsque madame Marshall me demanda de ne pas dire que je l'avais vue, j'avais immédiatement bondi sur quelques conclusions. Je pensais que ses relations avec Patrick Redfern lui avaient valu quelques scènes avec son mari, qu'elle allait retrouver Redfern quelque part, ce pourquoi elle me demandait de ne pas parler à son mari de notre rencontre. Or, je me trompais. En effet, le mari est bien arrivé sur la plage quelques minutes après son départ, mais il était suivi de peu par Patrick Redfern, qui, très visiblement, était à la recherche d'Arlena. Alors, je me pose la question. Qui madame Marshall allait-elle retrouver? L'inspecteur Colgate triomphait. Voilà, dit-il, qui confirme ma théorie. Elle allait retrouver mon monsieur X, venu de Londres ou d'ailleurs. Poirot fit non de la tête. Mon cher ami, fit-il, dans votre hypothèse, Arlena a rompu avec votre monsieur X. Pourquoi, dans ces conditions, prendrait-elle la peine d'aller le retrouver? Alors, comment expliquez-vous? Justement, s'exclama Poirot, je ne m'explique pas. Nous venons de passer en revue les pensionnaires de l'hôtel. Tous sont des gens d'un certain âge et pas particulièrement amusants. Y en a-t-il un, dans le nombre, que madame Marshall pouvait préférer à Patrick Redfern? Réponse, non, certainement pas. Et pourtant, il n'y a pas à dire, elle est allée retrouver quelqu'un. Et quelqu'un qui n'était pas Patrick Redfern. Peut-être avait-elle l'intention de passer la matinée toute seule, suggéra Weston. Poirot balaya l'hypothèse d'un grand geste de la main. On voit bien, répliqua-t-il, que vous n'avez jamais vu Arlena Marshall. Un de vos compatriotes a écrit un jour un essai dans lequel il montrait combien une peine d'emprisonnement dans une cellule individuelle eût été plus cruelle pour un Brummel que pour un Newton. Enfermée seule. Mon cher ami, Arlena Marshall aurait cessé d'exister. Elle ne pouvait vivre qu'entourée d'une cour d'admirateurs. C'est pourquoi je suis sûr que, ce matin, Arlena Marshall allait retrouver quelqu'un. Le problème est de savoir qui était ce quelqu'un. 2. Laissons cela, dit le colonel Weston, après un moment de réflexion. Nous construirons des théories plus tard. Il faut en finir avec nos interrogatoires. Il faut absolument que ces gens-là me disent, et pas à peu près, mais exactement, où ils étaient ce matin aux heures qui nous intéressent. Il me semble que nous pourrions commencer par la petite Marshall. Elle peut avoir à nous raconter des choses qui peuvent nous être utiles. Linda buta dans l'encadrement de la porte et fit dans la pièce une entrée timide et gauche. Très émue, rougissante, elle ouvrait de grands yeux et semblait à peine oser respirer. Plein de paternelle sympathie pour cet enfant, car ce n'était qu'une enfant, qu'il lui fallait bien entendre, si pénible que cela fût, le colonel Weston, qui s'était levé pour l'accueillir, lui avança un siège et s'efforça de la rassurer. « Je suis navré, dit-il, de vous imposer cette épreuve, Miss Linda. C'est bien Linda, n'est-ce pas? » Oui, Linda. La voix était fraîche et mal posée. Une voix d'écolière, songea Weston, qui regardait les mains de Linda, de grosses mains, rouges et osseuses. Des mains d'écolière, elles aussi. « Il ne faut pas avoir peur, dit-il avec douceur. Je voudrais simplement vous demander quelques petits renseignements. À propos d'Arlena? Oui. Est-ce que vous l'avez vue ce matin? Non, fit-elle, secouant la tête. Arlena descendait toujours très tard. Elle prenait son petit déjeuner au lit. Et vous, Miss Linda? Demanda Poirot. Oh, moi, je me lève toujours. Le petit déjeuner au lit, ça vous gonfle. Réprimant un sourire, Weston dit.
Voulez-vous me dire ce que vous avez fait ce matin? Pour commencer, j'ai pris un bain. Après, j'ai déjeuné. Puis, je suis allée à la Roche-aux-Mouettes avec madame Redfern. À quelle heure avez-vous quitté l'hôtel? Nous avions rendez-vous dans le hall à 10h30. J'avais peur d'être en retard, mais, en fin de compte, je suis arrivée un peu en avance. Madame Redfern était déjà là, et nous nous sommes mis en route 2 ou 3 minutes avant la demie. Et, demanda Poirot, qu'avez-vous fait à la Roche-aux-Mouettes? Madame Redfern a dessiné. Moi, je me suis enduite d'huile et j'ai pris un bain de soleil. Après, je me suis mise à l'eau, tandis que Christine s'en allait pour rentrer à l'hôtel. Elle devait se changer pour aller jouer au tennis. Quelle heure pouvait-il être? Demanda Weston, avec une indifférence affectée. Quand madame Redfern est repartie pour l'hôtel? 12h moins le quart. 12h moins le quart? Vous êtes sûr? Absolument sûr. J'ai regardé ma montre. Celle que vous avez là? Linda avança le poignet. Celle-là? Vous voudriez me la faire voir? Linda tendit le bras au-dessus du bureau. Weston constata que sa montre-bracelet marquait très exactement la même heure que sa propre montre, la même heure également que l'horloge de l'hôtel. Il sourit, remercia Linda et reprit ses questions. Donc, vous avez pris un bain? Oui. Ensuite, vous êtes revenu à l'hôtel. Vers quelle heure? Il était à peu près 1h, et c'est en arrivant que j'ai appris pour Arléna. Sa voix s'altérait. Est-ce que vous vous entendiez bien avec votre belle-mère? Demanda Weston, non sans quelque embarras. La réponse tarda. Oui, fit-elle enfin. Poirot insista. L'aimiez-vous? Oui, elle était très gentille avec moi. En somme, fit Weston, avec une bonne humeur forcée, ce n'était pas l'odieuse belle-mère des journaux illustrés. Non, dit-elle sans sourire. Parfait, reprit le colonel. Je vous demande ça, voyez-vous, parce qu'il y a parfois, dans les familles, de petites rivalités, souvent inconscientes, des frictions qui rendent la vie difficile. Un père, par exemple, est le camarade de sa fille. Elle peut très bien être un peu jalouse de sa nouvelle maman. C'est un sentiment que vous n'avez pas éprouvé. Linda l'écoutait avec une visible surprise, et le non qu'elle prononça avait l'accent de la sincérité. Weston ne se sentait pas à l'aise. Cet interrogatoire lui était pénible. Son devoir lui commandait de poser des questions, il les posait. Mais c'est dans des moments comme cela qu'il se demandait pourquoi diable il était entré dans la police. Le métier le dégoûtait. Sans enthousiasme, il poursuivit. Naturellement, votre père ne voyait que par madame Marshall. Je ne sais pas. Voyons, comme je le disais tout de suite, il peut y avoir, dans les familles, des discussions, des querelles, et quand les parents ne vivent pas en bonne intelligence, la situation des enfants n'est pas toujours facile. Vous n'avez jamais eu cette impression? Est-ce que vous voulez dire par là, demanda Linda, que papa et Arléna se disputaient? Oui. Eh bien, non, dit-elle nettement. Papa, d'ailleurs, ne se dispute avec personne. Ce n'est pas son genre. Maintenant, Miss Linda, dit Weston, je vais vous prier de faire bien attention. Soupçonnez-vous quelqu'un d'avoir tué votre belle-mère? Avez-vous vu ou entendu quelque chose qui pourrait nous donner une indication utile sur le meurtrier? Linda garda le silence une bonne minute. Elle réfléchissait, soucieuse de ne pas répondre trop vite à une question délicate. Non, finit-elle par dire. Je ne vois pas qui pouvait avoir eu envie de tuer Arléna. Sauf, bien entendu, madame Redfern. Vous croyez que madame Redfern voulait tuer madame Marshall? Pourquoi? Parce que son mari était amoureux d'Arléna. Je ne crois pas qu'elle voulait vraiment la tuer, mais elle aurait été contente de la voir morte. Ce n'est pas la même chose.
Il y a plus qu'une nuance, dit doucement Poirot. Et de toute façon, continuait Linda, madame Redfern ne pourrait tuer personne. Elle a horreur de la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Certainement, fit Poirot, et je suis tout à fait de votre avis. Madame Redfern n'est pas de ces gens qui sont susceptibles de voir rouge, comme on dit. Il se renversa en arrière, fermant les yeux comme pour mieux choisir ses mots. Non, poursuivit-il, je ne la vois pas remuer comme une tornade de sentiments passionnés. Effrayée devant sa vie gâchée, à l'horizon bouché, je ne la vois pas non plus regardant avec des yeux de haine un visage détesté, une nuque blanche, serrer les poings jusqu'à s'en faire mal aux ongles, et se répéter que, ces ongles, il serait bien doux de les sentir s'enfoncer dans de la chair. Il se tut. Linda s'agitait nerveusement sur sa chaise et, d'une voix qui semblait un peu, demanda si c'était fini et si elle pouvait s'en aller. Weston répondit qu'ils en avaient terminé, la remercia et, se levant, la reconduisit jusqu'à la porte. Revenu à la table, il alluma une cigarette et soupira avec ostentation. « Drôle de métier que celui qu'on nous fait faire, » dit-il. « Je ne vous cacherai pas que, durant tout cet interrogatoire, je me suis fait l'effet d'un mufle de la plus belle espèce. Joli travail, vraiment, que de demander à une gamine ce qu'elle sait des relations de son père et de sa belle-mère. En somme, j'ai fait ce que j'ai pu pour que cette petite passe elle-même la corde autour du cou de son papa. Fichu boulot. Et pourtant, il faut le faire. Un crime est un crime. Et cet enfant est mieux placé que personne pour savoir quelque chose. Ce qui n'empêche que je suis assez content qu'elle n'ait rien eu à nous apprendre. » Je me doutais que ça vous ferait plaisir, fit Poirot. Weston dit, après avoir tout sauté pour dissimuler son embarras. À ce propos, je trouve, Poirot, que vous avez été un peu fort, avec votre histoire d'ongles, qu'on aimerait sentir s'enfoncer dans la chair. Est-ce que ce sont là des idées à mettre dans la tête d'une fillette? Ah, fit Poirot, avec un demi-sourire. Vous croyez que j'ai cherché à lui mettre des idées dans la tête? C'est bien ce que vous avez fait, non? Poirot allait répliquer, mais Weston passait à autre chose. Au total, fit-il, cet enfant ne nous a rien appris, sinon que madame Redfern possède un alibi plus ou moins valable. Si elles sont vraiment restées ensemble de 10h30 à midi moins le quart, Christine Redfern est hors de cause. Sortie de femme jalouse. Il y a de meilleures raisons de la tenir pour innocente, fit Poirot. Je suis convaincu qu'il lui serait physiquement et moralement impossible d'étrangler qui que ce soit. Son tempérament, calme et froid, s'y oppose. Elle est capable d'aimer profondément, capable de s'attacher, mais il ne faut pas attendre d'elle un coup de passion, non plus qu'une action commise sous l'empire de la colère. Et, puis, je vous l'ai déjà dit, ses mains sont trop petites et trop frêles. Je suis d'accord avec M. Poirot, fit l'inspecteur Colgate. Elle est sûrement hors du coup. Le docteur Nisdon est formel. La dame a été étranglée par une paire de battoirs, grand modèle. Eh bien, dit Weston, nous allons continuer. Il me semble que nous pourrions maintenant prendre les Redfern. J'espère qu'il est un peu remis de ses émotions. 3. Patrick Redfern était redevenu lui-même. Il était un peu pâle, peut-être, mais il avait retrouvé une parfaite maîtrise de soi et paraissait très calme. « Vous êtes, dit Weston, monsieur Patrick Redfern, de Crossgates, Seldon, Princes Risborough ?»« Oui. »« Depuis combien de temps connaissiez-vous madame Marshall ?» Patrick hésita et dit « 3 mois. » Le capitaine Marshall nous a dit que vous avez fait la connaissance de madame Marshall par hasard, au cours d'une cocktail party. C'est exact? C'est exact. Le capitaine Marshall nous a donné à entendre que, jusqu'à ce que vous veniez ici, madame Marshall et vous, vous vous connaissiez assez peu. Est-ce la vérité?
De nouveau, Patrick Redfern hésita. « Pas tout à fait, dit-il enfin. Au vrai, Madame Marshall et moi, nous nous étions rencontrés assez souvent. » Sans que le capitaine Marshall en fût averti? Je ne saurais le dire. Il avait rougi légèrement. Et, demanda vivement Poirot, est-ce que Madame Redfern était au courant de ces rencontres? Je crois que je lui ai dit que j'avais rencontré la célèbre Arlena Stuart. Oui, fit Poirot, conciliant mais tenace. Mais lui avez-vous dit que vous la voyiez souvent? Peut-être que non. Ce résultat acquis, Weston reprit son interrogatoire. Est-ce que vous vous étiez arrangé, Madame Marshall et vous, pour vous retrouver ici? Redfern, cette fois, ne répondit pas. Il attendit un bon moment. Puis, après un long débat intérieur, il se décida. Après tout, dit-il d'une voix lasse, il faudra que ça se sache. Alors, inutile de jouer au plus fin avec vous. Vous le savez sans doute, j'aimais cette femme. Quand je dis que je l'aimais, je suis au-dessous de la vérité. Je l'adorais. J'étais fou d'elle. Elle m'a demandé de venir ici. J'ai résisté un peu, et puis j'ai accepté. Que voulez-vous? Elle m'aurait demandé n'importe quoi, je l'aurais fait. C'est idiot. Je veux bien. Mais c'est comme ça. Circé, dit Poirot à mi-voix. Eh oui, Circé. Je suis bien obligé de le reconnaître. Je n'en suis pas fier, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Après un moment de silence, il reprit. Je veux être franc avec vous, messieurs. À quoi bon vous cacher quelque chose? J'étais éperdument amoureux de cette femme. M'aimait-elle? Je n'en sais rien. Elle le prétendait, mais je crois qu'elle appartenait à cette catégorie de femmes qui cessent de s'intéresser à l'homme qu'elles ont conquis. J'étais à elle corps et âme, et elle le savait. Ce matin, quand je l'ai trouvée morte sur les galets, ce fut comme si je recevais un coup de poing entre les deux yeux. Tout s'est mis à tourner autour de moi. Un véritable knock-out. Et maintenant? Fit Poirot. Le regard de Patrick ne se déroba pas. Maintenant, dit-il, je vous ai dit toute la vérité, et ce que je voudrais savoir, c'est dans quelle mesure tout cela doit être rendu public. Tout cela est sans rapport aucun avec la mort d'Arlena. Est-il bien nécessaire de le publier? Si je le demande, c'est moins pour moi que pour ma femme. Pour elle, le coup sera terrible. Les yeux au sol, il poursuivit. Oh, je sais, vous me direz que j'aurais pu penser à elle plus tôt. Vous avez raison. Vous me traiterez d'hypocrite, et pourtant c'est la vérité vraie. J'aime ma femme. Je l'aime énormément. Arlena, c'était une aventure. Un de ces coups de folie, comme les hommes en ont quelquefois. Christine, c'est autre chose. C'est ma vraie femme. Je me suis mal conduit avec elle. Mais même dans les pires moments, il n'y a jamais eu qu'elle qui comptait. Il soupira et dit « Je dis la vérité, et je voudrais pouvoir vous convaincre. » Il y avait dans le ton, dans toute son attitude, une sincérité évidente. « Je tiens à vous dire, fit Poirot, que je vous crois. » Patrick mit son regard droit dans les yeux du petit homme et dit simplement « Merci. » Cependant, après s'être laborieusement éclairci la voix, le colonel Weston expliquait la situation. « Tenez pour assurer, monsieur Redfern, que nous ne retiendrons que ce qui peut intéresser la cause. Si les sentiments que vous portiez à madame Marshall n'ont joué aucun rôle dans l'affaire, nous les laisserons de côté, et il n'en sera pas parlé. Malheureusement, ce dont vous ne paraissez pas vous rendre compte, c'est que l'intimité de vos relations avec madame Marshall a probablement eu une influence directe sur sa destinée. Peut-être, en effet, explique-t-elle le mobile du crime. » « Le mobile ? Mais oui, monsieur Redfern, le mobile. Le capitaine Marshall, dites-vous, ne savait rien. Supposez que, d'un seul coup, il ait tout découvert.
Vous ne voulez pas dire qu'averti de mes relations avec elle, il aurait tué sa femme? L'hypothèse ne vous était pas venue à l'esprit? Le ton était sévère. Redfern baissa la tête. Non, répondit-il, ça ne m'est pas venu à l'idée. Marshall est un homme d'un calme si extraordinaire que... Non, voyez-vous, ça ne me paraît pas possible. Weston posait une nouvelle question. Quelle était, demanda-t-il, l'attitude de madame Marshall vis-à-vis de son mari? Redoutait-elle qu'il vînt à entendre parler de vos relations? Ou la chose lui était-elle indifférente? Elle tenait beaucoup à ce qu'il ne se doutât de rien. Avait-elle peur de lui? Peur? Certainement pas. Poirot intervint. Je vous demande pardon, monsieur Redfern. La question est un peu indiscrète, mais elle est utile. Vous n'avez jamais songé au divorce? Jamais. Comme je vous l'ai dit, j'aime Christine. Quant à Arlena, c'est une idée, j'en suis sûre, qui ne l'a jamais effleurée. Son mariage lui avait apporté des satisfactions auxquelles elle n'eût pas voulu renoncer. Marshall est, comment dire, quelqu'un. Il est noble et il a de l'argent. Un sourire amer passa sur son visage. Moi, je n'étais pour elle qu'un pantin qui venait après beaucoup d'autres. Un moyen d'occuper agréablement quelques heures, pas autre chose. Je l'ai compris dès le premier jour et, pourtant, c'est étrange, ça n'a rien changé à mes sentiments. Il se tut, songeur. Weston, bientôt, le rappela à la réalité. Monsieur Redfern, aviez-vous ce matin un rendez-vous avec madame Marshall? La question surprit Patrick. Non, répondit-il, se ressaisissant. Généralement, nous nous retrouvions sur la plage, à l'heure du bain. Vous avez été étonné ce matin de ne pas la voir? Très étonné, en effet. Je ne comprenais pas. Comment vous êtes-vous expliqué son absence? Je ne savais que penser. Je suis resté là, m'imaginant sans cesse qu'elle allait venir. Si elle avait rendez-vous ailleurs avec quelqu'un d'autre, voyez-vous qui pouvait être ce quelqu'un? Il fit non de la tête. Quand vous aviez rendez-vous avec madame Marshall, où vous retrouviez-vous? Le plus souvent à la Roche-aux-Mouettes. L'endroit est tranquille et, l'après-midi, il y a de l'ombre. Jamais ailleurs? À la crique au lutin, par exemple? Non. La plage de la crique au lutin est très indiscrète. On la voit admirablement quand on se promène en barque. Or, nous cherchions à ne pas attirer l'attention. Le matin, nous n'avions jamais de rendez-vous. L'après-midi, c'est un peu différent. Les gens font la sieste, ils s'égaillent de droite et de gauche. Nul ne sait où sont les autres, ni ce qu'ils font. Après dîner, quand la nuit était belle, il nous arrivait d'aller nous promener dans différents coins de l'île. Je sais, fit Poirot, presque malgré lui. Bref, conclut Weston, vous ne pouvez rien nous dire des raisons qui, ce matin, ont conduit madame Marshall à la crique au lutin. Je n'en ai pas la moindre idée. Cette sortie matinale, c'était si peu dans ses habitudes. Avait-elle des amis dans la région? Pas que je sache. Je suis même sûr que non. Maintenant, monsieur Redfern, je vous demande de vous rappeler vos souvenirs. Vous avez fréquenté madame Marshall à Londres. Vous avez donc rencontré quelques-uns de ses amis. Savez-vous si l'un d'eux avait contre elle quelques griefs? Quelqu'un, par exemple, que vous auriez supplanté dans ses bonnes grâces? Patrick réfléchit un instant. Honnêtement, dit-il enfin, je ne vois personne. Les doigts du colonel tambourinaient sur le bureau. Eh bien, voilà, fit-il. Nous restons, semble-t-il, en présence de 3 possibilités. Celle d'un assassin inconnu, un maniaque, peut-être, qui s'est trouvé dans le voisinage. Évidemment, c'est un peu dur à admettre. Et pourtant, dit vivement Redfern, c'est l'explication la plus plausible. Je l'envisage, sans toutefois croire au crime crapuleux. L'endroit est d'accès assez difficile. Ou l'homme est arrivé par la digue, passant devant l'hôtel, traversant l'île et descendant à la crique par l'échelle. Ou bien il est venu en bateau, mais d'une façon ou de l'autre, il ne s'est pas trouvé là par hasard.
Il y a eu préméditation. Vous parliez, dit Redfern, de 3 possibilités. Oui, parce que, n'est-ce pas, il y avait 2 personnes dans l'île qui pouvaient avoir une raison de tuer Arlena Marshall. Son mari, d'abord. Et puis, votre femme. Redfern sursauta sur sa chaise. Ma femme s'écria-t-il. Vous ne voulez pas dire que Christine serait mêlée à l'affaire? Il s'était levé, l'émotion le faisait bégayer. C'est de la folie. Christine, mais c'est impossible, c'est inimaginable. Plus exactement, c'est risible. Pourtant, dit Weston, la jalousie est un mobile sérieux. Les femmes jalouses ne se dominent plus. Avec chaleur, Redfern prenait la défense de sa femme. Les autres, peut-être, mais pas Christine. Si malheureuse qu'elle soit, elle n'est pas femme à... Non, elle n'est pas femme à commettre un acte de violence. Hercule Poirot nota avec satisfaction que ce mot de « violence », tout à l'heure venu tout naturellement aux lèvres de Linda pour parler de Christine, Redfern l'employait, lui aussi. Et, comme tout à l'heure, il trouva qu'il était bien choisi. Non, poursuivait Redfern, avec une ardente conviction. La supposition est absurde. Arlena était physiquement 2 fois plus forte que Christine. Je ne crois pas que Christine réussirait à étrangler un petit chat, et je suis bien sûr qu'elle n'a pu étrangler une créature comme Arlena, qui était vigoureuse et tout en air. D'autre part, jamais Christine n'aurait pu descendre l'échelle menant à la crique. La tête lui aurait tourné au 2e échelon. Non, tout ça ne tient pas debout. D'un geste machinal, le colonel Weston se tirait sur le lobe de l'oreille. En effet, dit-il, vu sous cet angle, l'hypothèse, je vous l'accorde, se heurte à de sérieuses difficultés. Mais, n'est-ce pas, le mobile est la première chose que nous devons considérer. Se levant pour reconduire Redfern, il ajouta « Le mobile et la possibilité matérielle. » 4. Redfern sortit, Weston sourit et dit « Je n'ai pas cru devoir lui dire que sa femme avait un alibi. Je voulais voir sa réaction. Il était plutôt secoué, hein ?» Les arguments qu'il a fait valoir, répondit Poirot, me paraissent plus convaincants que le meilleur des alibis. Oh, fit Weston, je ne crois pas à la culpabilité de la femme. Elle ne peut pas avoir tué. Impossibilité physique, vous l'avez dit. Marshall, lui, pourrait être coupable, mais, apparemment, il ne l'est pas. L'inspecteur Colgate toussa pour attirer l'attention. J'ai réfléchi à son alibi, dit-il. S'il avait préparé son coup, n'est-il pas possible que ces lettres aient été tapées à l'avance? L'idée n'est pas mauvaise, fit Weston. Il faudra voir ça. Il s'interrompit brusquement. On faisait entrer Christine Redfern. Elle était, comme toujours, très calme, avec un rien d'affectation. Elle portait une jupe de tennis blanche, avec une veste bleu ciel qui soulignait la pâleur de son teint de blonde. Elle paraissait frêle, mais ses traits étaient ceux d'une femme décidée, pleine de courage et de bon sens. Une gentille petite femme, pensa le colonel. Un peu fade, peut-être, mais en tout cas bien trop bonne pour son coureur de mari. Enfin, il est jeune, il s'amendera. On a bien le droit de faire l'imbécile une fois dans sa vie. Il pria madame Redfern de s'asseoir et dit « Nous sommes obligés, madame, de nous conformer à une certaine routine policière, et les exigences de l'enquête veulent que nous demandions à chacun ce qu'il a fait ce matin. Je m'en excuse. » Je comprends fort bien, fit Christine, d'une voix douce et posée. Où faut-il commencer? Ce fut Poirot qui répondit. Aussitôt que possible, dit-il. Qu'avez-vous fait ce matin en vous levant? Voyons, fit-elle. Avant de descendre pour prendre mon petit déjeuner, je me suis arrêtée dans la chambre de Linda Marshall, et nous avons pris rendez-vous pour aller ensemble, dans la matinée, à la Roche-aux-Mouettes. Nous décidâmes de nous retrouver dans le hall à 10h30. Vous ne vous êtes pas baigné avant le petit déjeuner? Demanda Poirot. Non, je ne le fais que par rare exception. Souriante, elle expliqua. J'aime que la mer soit bien chauffée quand j'entre dans l'eau. Je suis plutôt frileuse. Votre mari, lui, prend un bain dès qu'il sort de son lit. Oui,
presque toujours. Est-ce aussi l'habitude de madame Marchal? Oh non, madame Marchal était de ces gens qui ne font leur apparition que vers le milieu de la matinée. La voix était devenue froide et acide. Poirot, simulant la confusion, s'excusait. Pardonnez-moi de vous avoir interrompue, madame. Vous disiez que vous étiez allée dans la chambre de Linda Marchal. Quelle heure était-il? Voyons, 8h30. Non, un peu plus tard. Miss Marchal était debout? Oui, elle rentrait. Comment cela? Demanda Weston. Elle m'a dit qu'elle était allée se baigner. Hercule Poirot remarqua que la réponse avait été donnée avec une certaine hésitation. Ensuite, fit Weston, j'ai pris en bas mon petit déjeuner. Puis, je suis remonté, j'ai préparé mes affaires de dessin, mon carnet de croquis. Puis, nous sommes partis. Linda Marchal et vous? Oui. Quelle heure était-il? Il devait être 10h30. Et où êtes-vous allé? À la Roche-aux-Mouettes. C'est une petite plage sur la côte est de l'île. Nous nous sommes installés là. J'ai dessiné et Linda a pris un bain de soleil. À quelle heure avez-vous quitté la Roche-aux-Mouettes? À midi moins le quart. Je jouais au tennis à midi et il fallait que je me change. Vous aviez votre montre? Non, j'ai demandé l'heure à Linda. Et ensuite? Eh bien, j'ai plié bagages et je suis rentrée à l'hôtel. Et Miss Linda? Demanda Poirot. Linda? Elle est allée se mettre à l'eau. Vous étiez-vous installé loin de la mer? Nous étions très au-dessus du niveau de l'eau, au pied de la falaise. Je m'étais mise à l'ombre et Linda en plein soleil. Miss Linda était-elle dans l'eau quand vous avez quitté la plage? Demanda Poirot. Christine plissa le front, faisant effort pour se rappeler. Voyons, elle courait sur la plage tandis que je fermais ma boîte à dessin. Oui, je l'ai entendue se jeter dans les vagues au moment où je prenais le sentier qui monte sur la falaise. Vous en êtes sûre, madame? Vous l'avez bien vue dans l'eau? Oui, fit-elle. L'insistance de Poirot sur ce point de détail l'étonnait, comme elle étonnait Weston. Continuez, madame Redfern, dit le colonel. Je suis revenu à l'hôtel, je me suis changé et j'ai rejoint les autres au tennis. Les autres, qui étaient? Le capitaine Marchal, monsieur Gardner et miss Darnley. Nous avons joué 2-7. Nous allions commencer le 3e quand nous avons appris la nouvelle de la mort de madame Marchal. De nouveau, Poirot intervint. Et qu'avez-vous pensé, madame, en apprenant cette nouvelle? Ce que j'ai pensé? Son visage disait clairement que la question lui déplaisait. Poirot insistait. Oui, qu'avez-vous pensé? Mon Dieu, dit lentement Christine. J'ai pensé que c'était une mort horrible. Oui, bien entendu. Mais cela, c'est la réaction commune. Une mort pareille, ça révolte tout le monde. Ce que je souhaiterais connaître, c'est votre réaction personnelle. Votre réaction à vous. Comme elle ne semblait pas comprendre, la regardant bien en face, il ajouta. Je fais appel, madame, à votre intelligence, à votre bon sens et à votre jugement. Durant votre séjour ici, vous vous êtes certainement formé une opinion sur madame Marchal, sur le genre de femme qu'elle pouvait être. Elle répondit avec prudence. Mon Dieu, quand on vit dans le même hôtel. C'est tout à fait naturel, dit Poirot, et c'est pourquoi je vous demande, madame, si la façon même dont est morte Harlena Marchal vous a réellement surprise. Je crois, dit lentement Christine, que je vois ce que vous désirez savoir. Eh bien, non, je n'ai pas été vraiment surprise. J'ai éprouvé comme un sentiment de dégoût, mais elle était de ces femmes qui... Poirot finit la phrase pour elle. Elle était de ces femmes qui peuvent rencontrer un tel destin. C'est là, madame, la chose la plus vraie qui ait été dite ce matin dans cette pièce. Ceci posé, pouvez-vous, faisant abstraction de vos sentiments personnels, nous dire ce que vous pensiez de madame Marchal? Est-ce bien nécessaire, maintenant? Peut-être. Alors, que vous dirais-je?
Elle restait calme, mais ses joues se coloraient d'un rose léger, et il y avait dans son allure quelque chose de changé, une sorte de détente. Elle était moins femme du monde, et beaucoup plus femme. « Eh bien, dit-elle, c'était pour moi une créature méprisable. Elle n'avait aucune raison d'être, pas de cœur, pas de cerveau. Elle ne pensait à rien, sinon à sa toilette, aux hommes et à l'admiration dont ils l'entouraient. Elle était inutile, totalement. Séduisante, bien sûr, très séduisante, mais menant une vie creuse, une vie sans objet, une de ces vies qui peuvent mal finir. Et c'est pourquoi sa fin ne m'a pas surprise. Chez tous ceux qu'elle approchait, elle réveillait les pires instincts. Elle était de ces femmes qui n'aiment dans la vie que ce qu'il y a de vil et de bas, de ces femmes qu'on trouve toujours mêlées à de sordides histoires de chantage, de jalousie et de crime. Elle se tut, un peu hors d'haleine, ses lèvres pincées exprimant son dégoût et son écœurement. Le colonel pensait qu'il eût été difficile de trouver femme plus différente d'Arléna, mais aussi que, marié à une Christine Redfern, il aurait sans doute vite éprouvé le besoin de changer d'air, et qu'à ce moment, une Arléna Marshall lui serait apparue parée de 1000 séductions. Cependant, dans tout ce qu'avait dit Christine, un mot l'avait frappé. Il posa les coudes sur le bureau et dit « Madame Redfern, comment se fait-il qu'à propos d'Arléna Marshall, vous ayez prononcé le mot de chantage ?» Chapitre 7 1. Un peu surprise, Christine regarda Weston comme si elle n'avait pas compris du premier coup le sens de sa question. « Je suppose, répondit-elle après quelques secondes, que c'est parce qu'on la faisait chanter. Ce qui n'a rien de bien étonnant, d'ailleurs. » Précisons, dit Weston. Cela, vous le savez de façon certaine ? Elle rougit légèrement et répondit, d'un ton assez embarrassé. En fait, il se trouve que oui. J'ai entendu une conversation. Voudriez-vous nous donner quelques détails ? Les joues de Christine tournèrent carrément au rouge. Cette conversation, dit-elle, je ne l'ai pas surprise exprès, et c'est tout à fait par hasard que je l'ai entendue. C'était il y a 2 jours. Non, il y a 3 jours, dans la soirée. Nous jouions au bridge. Vous vous souvenez, monsieur Poirot ? J'étais associée à mon mari et vous étiez le partenaire de Miss Darnley. Il faisait dans la pièce une chaleur étouffante et, à un certain moment, comme j'étais le mort, je suis sortie pour prendre l'air. J'ai fait quelques pas vers la plage et, tout à coup, j'ai entendu des voix. La première, c'était celle d'Arléna Marshall. Je l'ai reconnue tout de suite. Disait « Inutile d'insister. Je ne peux pas me procurer plus d'argent maintenant. Mon mari se douterait de quelque chose. » L'autre voix, une voix d'homme, répondit « Pas d'histoire, il faut les lâcher. » Alors Arléna a dit « Sale maître chanteur » et l'homme a répondu « Maître chanteur ou pas, il faut payer, ma petite dame. » Un peu plus tard, Arléna m'a dépassée. Elle marchait très vite et avait l'air bouleversée. Et l'homme, qui était-ce ? Je l'ignore. Il parlait si bas que je l'entendais à peine. Sa voix ne vous a rappelé aucune voix que vous connaissiez ? Non. Elle m'a semblé rude et profonde. Elle n'avait rien de très caractéristique. Je vous remercie, dit le colonel Weston. 2. Quand la porte se fut refermée sur Christine Redfern, l'inspecteur Colgate dit, d'un ton satisfait. « Enfin, maintenant, nous allons quelque part. »« Vous croyez ?» fit Weston. « Ça ne fait pas de doute, » répondit l'inspecteur. « Il me semble difficile de dire le contraire. Il y a dans l'hôtel quelqu'un qui faisait chanter la dame. »« Mais, dit doucement Poirot,
Ce n'est pas le maître chanteur qui est mort, c'est sa victime. Je reconnais que c'est assez gênant, admit Colgate. Les maîtres chanteurs n'ont pas l'habitude de trucider ceux qui les engraissent. Quoi qu'il en soit, nous savons maintenant pourquoi Madame Marshall est sortie ce matin et pourquoi elle tenait à se cacher de son mari et de Redfern. Elle avait rendez-vous avec le type qui la faisait chanter. Je crois, dit Poirot, que nous pouvons considérer ça comme acquis. Réfléchissez d'ailleurs à l'endroit du rendez-vous, reprit Colgate. Un coin idéal pour une entrevue de ce genre. La dame s'en va en périssoir, ça n'a rien de suspect. Elle le fait tous les jours. Et elle va à la crique au lutin, où, le matin, il n'y a jamais personne. C'est magnifique. On sera tranquille pour parler. Oui, fit Poirot, ça m'avait frappé, moi aussi. Le lieu est vraiment bien choisi pour une conversation qui n'a pas besoin de publicité. Il n'y a jamais un chat et, du côté des terres, on ne peut y accéder qu'en descendant une échelle métallique qui se dresse à la verticale, et c'est une gymnastique qui n'est pas à la portée de tout le monde. De plus, la falaise étant en surplomb, une grande partie de la plage est invisible. Enfin, autre avantage, il y a là une espèce de grotte, dont l'entrée est assez difficile à trouver, mais où on peut attendre sans être vu. Oui, fit Weston, la grotte au lutin, je me souviens d'avoir entendu parler de ça. Moi aussi, dit Colgate, mais il y a bien longtemps. Il sera peut-être bon d'aller y faire un tour, on ne sait jamais. Bref, conclut Weston, vous avez raison, Colgate. Nous avons résolu la moitié du problème. Nous savons pourquoi Madame Marshall est allée à la crique au lutin. Reste la seconde moitié. Qui allait-elle y retrouver? Probablement quelqu'un de l'hôtel. Comme amoureux, aucun pensionnaire ne pouvait être notre homme. Comme maître chanteur, c'est autre chose, et il faut voir. Il reprit le registre de l'hôtel. Laissons de côté les domestiques, que je ne vois pas bien dans une affaire comme celle-là. Qui avons-nous? L'américain Gardner, le major Barry, M. Horace Blatt et le révérend Stephen Lane. Je crois, dit Colgate, que nous pouvons encore restreindre le champ. On peut retirer l'américain. Il a été sur la plage toute la matinée. C'est exact, n'est-ce pas, monsieur Poirot? Oui, il ne s'est absenté que quelques instants pour aller chercher une pelote de laine pour sa femme. Quid des trois autres? Demanda Weston. Le major Barry est sorti ce matin à 10 heures et n'est revenu qu'à 1h30. Le révérend Lane a été plus matinal. Il a déjeuné à 8 heures en annonçant qu'il allait faire une longue promenade. Quant à M. Blatt, il est parti en bateau à 9h30, comme tous les jours, ou presque. Ils ne sont encore rentrés ni l'un ni l'autre. Weston réfléchissait. « Vous dites, fit-il, qu'il est parti en bateau? Oui, peut-être que ça pourrait coller. » Weston approuva du menton et dit « Eh bien, nous verrons ce que ces gens-là ont dans le ventre. Qui reste-t-il encore? Ah, Rosamond Darnley. Et puis cette Miss Brewster, qui a trouvé le corps avec Redfern. À quoi ressemble-t-elle, Colgate? Ça a l'air d'une femme intelligente et qui ne dit pas de bêtises. Elle vous a dit ce qu'elle pensait du crime? Non, et je ne crois pas qu'elle ait grand-chose à nous apprendre. Il faut tout de même s'en assurer. On pourrait commencer par les Américains, je sais qu'ils sont là. Allons-y, fit Weston. Il faut que nous voyions tout le monde et le plus tôt possible. On ne sait jamais, ils nous apprendront peut-être quelque chose. Quand ce ne serait que sur cette histoire de chantage. 3. Monsieur et Madame Gardner comparurent ensemble. Madame Gardner était à peine assise qu'elle parlait. « J'espère, colonel Weston, c'est bien Weston, n'est-ce pas ?» Rassurée sur ce point, elle reprit. « J'espère, colonel, que vous comprendrez pourquoi mon mari m'accompagne. Cette histoire m'a bouleversée, et monsieur Gardner, qui veille de très près sur ma santé… » « Madame Gardner est très impressionnable, » glissa rapidement monsieur Gardner. « Monsieur Gardner m'a dit, naturellement, Carrie, j'irai avec toi. Ce n'est pas, croyez-le bien, que je n'ai pas la plus grande admiration pour les méthodes de la police britannique. Au contraire, j'ai toujours entendu dire qu'elle agissait avec tact et délicatesse,
et je sais que c'est vrai. Quand mon bracelet a disparu, au Savoy, le jeune homme qui a fait l'enquête a été tout simplement adorable. Remarquez que mon bracelet, en fin de compte, ne m'avait pas été volé. Je l'avais égaré. Ce qui n'a rien de surprenant. On est parfois tellement bousculé qu'on est bien excusable de manquer de mémoire. Elle s'interrompit pour souffler un peu et repartit. Ce que je veux dire, et M. Gardner est pleinement d'accord avec moi, c'est que nous ferons tout ce que nous pourrons pour aider la police britannique dans sa tâche. Posez-moi toutes les questions que vous voudrez, j'y répondrai volontiers. Le colonel Weston ouvrit la bouche pour parler, mais il dut différer de quelques secondes sa première question. Madame Gardner s'était tournée vers son mari pour solliciter son indispensable témoignage. « C'est bien là ce que nous pensons, n'est-ce pas, Odell ?»« Oui, ma chérie, » dit M. Gardner. Le colonel Weston ne perdit pas de temps. « Je crois, Madame Gardner, que vous étiez sur la plage ce matin avec M. Gardner. » Par exception, M. Gardner répondit le premier. « C'est exact. »« Parfaitement exact, » précisa Madame Gardner. La matinée était délicieuse, et une matinée comme toutes les autres, et rien, vraiment, ne permettait de supposer qu'un horrible drame se déroulait si près de nous. « Aviez-vous vu Madame Marshall ce matin ?»« Non, j'avais même dit à Odell, mais comment se fait-il qu'on ne voit pas Madame Marshall ?» D'autant plus que son mari la cherchait, et aussi ce jeune monsieur Redfern, qui est si distingué et qui ne tenait pas en place. Il était là, guettant de tous les côtés, l'air très ennuyé, et je me disais que c'était vraiment dommage de voir un homme qui a une épouse si charmante, une si gentille petite femme, courir après une horrible créature comme celle-là. Car en ce qui concerne Madame Marshall, c'est mon opinion, et depuis le premier jour. N'est-ce pas, Odell ? Oui, chérie. Comment un homme aussi bien que le capitaine Marshall a pu épouser une femme pareille ? C'est ce que je ne comprendrai jamais. Surtout étant donné qu'il a une charmante fillette qui commence à grandir et qui est à l'âge où il est important d'être placé sous de bonnes influences. Madame Marshall, qui n'avait aucune éducation et qui était d'une nature vulgaire, était la dernière personne à qui le capitaine aurait dû songer. S'il avait eu un peu de bon sens, il aurait épousé Miss Darnley, qui est une femme délicieuse et d'une distinction exceptionnelle. Je dois dire que j'admire beaucoup la façon dont elle s'est lancée dans les affaires pour construire de ses mains, c'est le mot, une maison de tout premier ordre. Pour réussir ça, il faut un cerveau. Mais il n'y a qu'à regarder Miss Darnley pour se rendre compte qu'elle est furieusement intelligente. C'est une femme qui pourrait mettre sur pied n'importe quoi. Vraiment, j'ai pour elle plus d'admiration que je ne puis dire. Et si je dis que M. Marshall aurait dû l'épouser, c'est que, comme je le disais l'autre jour à M. Gardner, elle a pour lui une profonde affection. J'irai plus loin. Elle est amoureuse de lui, ça se voit. N'est-ce pas, Odell ? Oui, ma chérie. Je crois qu'ils se sont connus étant enfants. Et en somme, maintenant que cette femme n'est plus là, ça pourrait fort bien finir le mieux du monde. Voyez-vous, colonel Weston, j'ai l'esprit large, et je n'ai rien contre les gens de théâtre. J'ai de très bonnes amies qui sont comédiennes. Mais, comme je l'ai toujours dit à M. Gardner, il y avait dans cette femme quelque chose de mauvais. Et, vous le voyez, les événements m'ont donné raison. Elle se tut, triomphante et contente d'elle-même. Poirot, qui s'amusait, échangea un sourire malicieux avec M. Gardner. Un peu abasourdi, le colonel Weston remerciait Madame Gardner. « Je pense, fit-il, que vous n'avez rien remarqué d'autre qui puisse nous intéresser. Vous non plus, Monsieur Gardner ? » ?»« Non, répondit l'Américain. Je sais que Madame Marshall passait le plus clair de son temps avec le jeune Redfern, mais cela, c'est de notoriété publique. Que pensez-vous du mari ? Croyez-vous qu'il fermait les yeux volontairement ? M. Gardner s'en tint à une réponse pleine de circonspection. Le capitaine Marshall, dit-il, est un homme très réservé. Jugement immédiatement confirmé par Madame Gardner, qui dit « Oui, le capitaine Marshall est terriblement anglais. » 4.
Des sentiments divers et contradictoires se laissaient deviner sur le visage légèrement apoplectique du major Barry. Il essayait de paraître écœuré, mais il était clair que cette affaire passionnante lui procurait des joies secrètes, dont il avait un peu honte. « Je serais heureux de vous être utile, commença-t-il, de sa voix rauque et enrouée. Évidemment, je ne sais pas grand-chose, et même rien du tout. Je ne connais pas les intéressés, mais j'ai pas mal roulé ma bosse en mon temps. J'ai longtemps vécu en Orient, et je peux vous dire que, quand on a passé des années aux Indes, dans un poste perdu dans les collines, on en sait assez long sur la nature des hommes pour pouvoir affirmer que ce qu'on ne sait pas ne vaut pas la peine d'être connu. » Après une courte pause qui lui permit de reprendre haleine, il poursuivit. « Cette histoire me rappelle une affaire analogue qui s'est déroulée à Simla. Le type s'appelait Robinson, à moins que ce ne soit Falconer. En tout cas, il était de Manchester. Ou de Belfast. Je ne sais plus bien. D'ailleurs, ça ne change rien à l'affaire. C'était un bonhomme du genre tranquille et qui lisait beaucoup. La crème des hommes. Un beau soir, il est rentré chez lui. Il habitait un petit bungalow. Et il a essayé d'étrangler sa femme. Il avait entendu dire qu'elle couraillait un peu, de droite et de gauche, et un peu plus elle y passait. Il s'en est fallu d'un rien. Nous en avons tous été extrêmement surpris. Jamais nous n'aurions cru ça de ce petit bonhomme. « Et, demanda Poirot, vous voyez quelque analogie entre cette tentative d'assassinat et la mort de madame Marshall ? » ?»« Dame, c'est la même chose. Il a cherché à l'étrangler. L'intention y était. Le type, tout d'un coup, avait vu rouge. »« Vous croyez donc, dit Poirot, qu'il en est allé de même avec le capitaine Marshall ?» La rouge figure du major tourna à l'écarlate. « Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas parlé de Marshall, que je tiens pour un type très bien. Comprenez bien que je ne voudrais rien dire contre lui. »« Pardon, fit Poirot, est-ce que vous ne venez pas de faire allusion aux réactions naturelles d'un mari ? » ?»« Ce que je voulais surtout montrer, répliqua le major avec plus de chaleur que de bonne foi, c'est que cette femme jouait avec le feu. Elle avait complètement affolé le jeune Redfern, et il n'était sans doute pas le premier. Le curieux, c'est que les maris ne voient rien. C'est stupéfiant, mais c'est comme ça, et je l'ai remarqué bien souvent. Ils se rendent bien compte qu'un homme est amoureux de leur femme, mais ils ne s'aperçoivent jamais qu'elle est amoureuse de lui. J'ai vu un cas comme ça à Poona. La femme était très très jolie. Elle menait son mari par le bout du nez et... » Le colonel Weston, que l'agacement gagnait, intervint. « Excusez-moi, major Barry, mais pour le moment, ce sont les faits que nous voudrions établir. Savez-vous quelque chose de l'affaire ? Avez-vous personnellement vu ou remarqué quelque chose qui pourrait nous être utile ?» Le major cligna de l'œil et ricana. « Un après-midi, dit-il, je les ai aperçus tous les deux, Harlena Marshall et le jeune Redfern, à la Roche-aux-Mouettes. Ils n'étaient pas autrement désagréables à regarder, mais ce n'est pas là-dessus que vous recherchez des témoignages, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas vu madame Marshall ce matin ? » ?»« Ce matin, je n'ai vu personne. Je suis allé à Saint-Loup. C'est d'ailleurs bien ma veine. Je suis dans un trou où il ne se passe jamais rien et, le jour où il se passe quelque chose, je ne suis pas là. » Il y avait dans sa voix comme un regret. « Donc, vous êtes allé à Saint-Loup ? » ?»« Oui, j'avais quelques coups de téléphone à donner. L'hôtel n'a pas le téléphone et la cabine publique de l'Evercombe est terriblement indiscrète. » « Vos communications exigeaient un tel secret ? » ?»« Oui et non, répondit le major avec bonne humeur. Je voulais appeler un de mes amis pour le prier de mettre de l'argent sur un cheval. Par un coup de malchance, je n'ai, du reste, pas pu le joindre. »« D'où l'avez-vous demandé ? » ?»« Du bureau de poste de Saint-Loup. En revenant, je me suis égaré dans leurs satanées petites routes, qui font 36 tours sur elles-mêmes. Et j'ai bien perdu 1 heure. Le réseau routier de la région, je m'en souviendrai. Grâce à lui, je ne suis rentré qu'il y a 1 demi-heure. »« À Saint-Loup, avez-vous rencontré quelqu'un ? Parlé à quelqu'un ? » « Si je vous comprends bien, vous me demandez si j'ai un alibi. »
fit le major avec un rire un peu forcé. « Ma foi, je n'en suis pas sûr. J'ai vu 50 000 personnes à Saint-Loup, mais ça ne veut pas dire qu'elles se rappelleraient de m'avoir vu. » Le colonel s'excusa. « Ce sont, dit-il, des questions que nous sommes obligés de poser. »« C'est tout naturel, répondit le major, et je reste à votre disposition. Faites-moi signe à n'importe quel moment. J'accours. Heureux si je peux vous rendre service. Content de vous aider à coffrer l'assassin. Le meurtre de la Crique. Je vous parie que c'est comme ça que les journaux appelleront l'affaire. Quand j'étais aux Indes, cette fois, ce fut l'inspecteur Colgate qui, d'une brève remarque, trancha net le fil des souvenirs que le vieux bavard s'apprêtait à dévider. Il intervint avec fermeté et, 2 minutes plus tard, il refermait lui-même la porte sur le major Barry. Difficile, au beau milieu de la saison, de vérifier quoi que ce soit à Saint-Loup, dit-il en regagnant son siège. C'est malheureusement vrai, fit Weston. Nous attendrons pour rayer le major de notre liste. Encore que je ne le crois pas coupable. Des vieux crampons comme lui, il y en a des douzaines en circulation, et j'en ai connu pas mal quand j'étais dans l'armée. Ils sont plus bêtes que méchants. Quoi qu'il en soit, il faudra vous occuper de lui, Colgate. Voir à quelle heure il a sorti sa voiture, combien il avait d'essence, etc. Il peut fort bien avoir garé son auto dans un coin désert et être revenu à la crique. Matériellement, c'est possible. Mais c'est peu probable. Les risques d'être vu auraient été trop grands. D'accord, dit Colgate. Pourtant, par ce beau temps, il y a beaucoup d'autocars dans la région. Ils commencent à arriver vers 11h30. La marée, ce matin, était à 7h. La mer était donc basse vers 1h de l'après-midi. À ce moment-là, il devait y avoir pas mal de monde sur la digue et sur la plage. Évidemment, admit Weston, avec la foule, les risques sont moindres. Mais il lui eût fallu passer devant l'hôtel, pas exactement, en prenant par le petit sentier qui grimpe vers le haut de l'île. Je ne prétends pas, reprit Weston, précisant sa pensée, qu'il ne peut pas être revenu sans être vu. Pratiquement, tous les pensionnaires de l'hôtel se trouvaient sur la grande plage, à l'exception de madame Redfern et de la petite Linda qui était à la Roche-aux-Mouettes. Le sentier commence près de l'hôtel, mais il y a peu de chance pour que quelqu'un se mette à la fenêtre au bon moment. J'irai plus loin. Je crois qu'un homme peut très bien, à l'heure qui nous intéresse, monter à l'hôtel, traverser le hall et sortir de l'autre côté sans être vu. Mais ce que je dis, c'est que cet homme ne peut pas compter qu'il ne sera pas vu. Et si le major était allé là-bas par mer, suggéra l'inspecteur. Ça serait plus plausible. S'il tenait son bateau près quelque part, il pouvait quitter sa voiture, gagner la crique au lutin à la rame ou à la voile, tuer Arlena Marshall, retourner à son auto et revenir ici pour nous raconter qu'il est allé à Saint-Loup et qu'il s'est égaré en retour. Une histoire dont il sait bien que nous aurons toutes les peines du monde à prouver qu'elle est fausse. C'est indiscutable. Donc, Colgate, conclut le chef de la police, vous voyez tout ça de près. Passez le secteur au peigne fin. Vous savez aussi bien que moi ce qu'il y a à faire. En attendant, nous allons entendre Miss Brewster. 5. Emily Brewster répéta ce qu'elle savait. Elle ne devait rien leur apprendre qu'ils ne connussent déjà. « Vous ne voyez rien à ajouter qui pourrait nous être de quelque utilité ?» demanda Weston quand elle eut terminé. « Il me semble que non, » répondit-elle. « C'est une vilaine affaire, et j'espère simplement que vous l'aurez vite tirée au clair. »« Croyez bien que je l'espère aussi, » dit Weston. « Ça ne doit pas être tellement difficile. » Le colonel tiqua sur cette affirmation, dont le ton lui avait paru un peu sec. « Que voulez-vous dire, miss ?»« Pardonnez-moi, colonel, » fit-elle vivement. « Je ne songeais nullement à critiquer vos méthodes, et je n'ai pas l'intention de vous apprendre votre métier. Je voulais simplement dire qu'avec une femme de cette espèce, l'enquête doit être assez facile. »« C'est votre avis, miss ?» dit Poirot. « Certainement.
Il ne faut pas dire du mal des morts, c'est entendu. Mais, tout de même, les faits sont les faits. Cette femme ne valait absolument rien. C'est peu engageant sans doute, mais il n'y a qu'à fouiller dans son passé. « Vous ne l'aimiez pas ?» demanda Poirot de sa voix la plus douce. « Je la connaissais trop. » Répondant à la question muette des trois pères Dieu, elle expliqua. « Un de mes cousins a épousé une Erskine. Vous savez probablement que cette femme avait réussi à persuader le vieux Sir Robert, à peu près tombé en enfance, de lui léguer la plus grosse partie de sa fortune au détriment de sa famille. Laquelle, ajouta Weston, a trouvé la chose plutôt saumâtre. Naturellement. Leur liaison était déjà un scandale. Par là-dessus, il lui laisse 50 000 livres. Voilà, je crois, qui en dit long sur la moralité de la dame. Je manque peut-être de charité, mais j'estime que les Harlena Stuart ne méritent aucune sympathie. Après une courte pause, elle reprit. Et ce n'est pas tout. Je connais un garçon, un peu tête brûlée, mais pas mauvais, qu'elle a rendu complètement fou et qui, par sa faute, a accumulé les bêtises. Parce qu'il lui fallait de l'argent pour le gaspiller en son honneur. Il a fait en bourse des opérations assez louches, et ce n'est que de justesse qu'il a échappé aux poursuites. Cette femme salissait tout ce qu'elle touchait, abaissait tous ceux qu'elle rencontrait. Regardez sur quelle pente elle poussait le jeune Redfern. Non, sincèrement, je ne peux pas regretter sa mort. Tout ce que je peux admettre, c'est qu'il eût mieux valu qu'elle se noyât ou qu'elle tombât du haut de la falaise. Mourir étranglée, c'est tellement horrible. « Et vous croiriez, demanda Weston, que le meurtrier serait quelqu'un qu'elle a connu autrefois ? » « Je le crois. »« Quelqu'un qui serait venu dans l'île sans qu'on le voie ? » ?»« Pourquoi l'aurait-on vu ? Nous étions tous sur la plage, sauf la petite Marshall et Christine Redfern, qui étaient à la Roche-aux-Mouettes, et le capitaine Marshall enfermé dans sa chambre. Personne ne pouvait le voir, excepté, peut-être, Miss Darnley. Où se trouvait-elle ? Elle était assise, dans la brèche de la falaise, à Roque-Soleil. Nous l'avons aperçue, M. Redfern et moi, en partant pour le tour de l'île. « Vous avez peut-être raison, Miss Brewster, » déclara le colonel, sans trop de conviction. Elle rectifia, et son ton était définitif. « J'ai sûrement raison. Quand une femme est ce qu'était Madame Marshall, les meilleures indications qu'on puisse trouver sur les causes de sa mort, c'est elle-même qui les donne. Ce n'est pas votre avis, Monsieur Poirot ?» Les yeux d'Hercule Poirot rencontrèrent le regard gris d'Émilie Brewster. « C'est mon avis, dit-il. Je suis pleinement d'accord avec vous là-dessus. Le meilleur indice que nous puissions recueillir, le seul peut-être, c'est Harlena Marshall elle-même. »« Vous voyez, » dit Miss Brewster, tournée vers Weston. « Soyez sûre, Miss, dit le colonel, que nous ferons dans le passé de Madame Marshall toutes les investigations nécessaires. » 6. Après le départ de Miss Brewster, Colgate dit « Songeur. » Elle a plutôt l'air de savoir ce qu'elle veut. Et elle ne peut pas sentir la victime. Après quelques secondes de méditation, il ajouta « Dommage qu'elle ait un alibi incontestable. Vous avez vu ses mains ? Des mains d'homme. Avec ça, elle est taillée. Le genre costaud. Plus solide que bien des hommes, même. » Il tourna vers Poirot des yeux qui imploraient. « Vous êtes vraiment sûr, monsieur Poirot, qu'elle n'a pas quitté la plage ce matin ?» Poirot eut un geste désolé. « Mon cher inspecteur, elle était sur la plage bien avant que Madame Marshall ne fût arrivée à la crique au lutin, et je l'ai eue sous les yeux jusqu'à ce qu'elle parte en bateau avec Redfern. »« Oui, » dit Colgate, « elle ne peut pas être dans le coup. » Visiblement, il le regrettait. 7. C'est comme toujours avec un vif plaisir que Poirot vit apparaître Miss Darnley. Dans cette enquête,
où il n'était question que des circonstances d'un crime horrible, elle apportait une note de distinction particulièrement sympathique. Elle s'assit en face du colonel Weston, tournant vers lui son fin visage grave. « Vous voulez, dit-elle, mon nom et mon adresse ? Rosamond Anne Darley. Je dirige une maison de couture, connue sous le nom de Rosemond Limited. 622 Brook Street, à Londres. Merci, Miss Darnley. Pouvez-vous nous donner quelques renseignements qui pourraient nous servir ? Je ne le pense pas. Voyons, qu'avez-vous fait ce matin ? J'ai déjeuné vers 9 heures. Je suis remontée à ma chambre, j'ai pris des livres et mon parasol, et je suis allée m'installer à Roque-Soleil. Il devait être environ 10h25. Je suis rentrée à l'hôtel à 12h moins 10. Je suis allée dans ma chambre chercher ma raquette, et j'ai été au cours de tennis, où j'ai joué jusqu'à l'heure du déjeuner. Vous êtes restée à Roque-Soleil de 10h30 environ à 12h moins 20 ? Oui. Aviez-vous vu madame Marshall ce matin ? Non. Avez-vous aperçu son canot en mer, se dirigeant vers la crique au lutin ? Non. Elle devait déjà être passée quand je suis arrivée à Roque-Soleil. Avez-vous vu un bateau quelconque ? Il ne me semble pas, mais je ne puis rien affirmer. Je lisais, ne levant les yeux de mon livre que de temps en temps. Autant que je me souvienne, chaque fois que j'ai regardé la mer, il n'y avait rien en vue. Vous n'avez pas vu passer non plus Miss Brewster et M. Redfern ? Non. Vous connaissiez madame Marshall ? Le capitaine Marshall est un vieil ami de ma famille, qui habitait auprès de la sienne. Nous nous sommes retrouvés ici. Nous nous étions perdus de vue depuis très longtemps, depuis quelque chose comme une 12aine d'années. Et madame Marshall ? Avant de la rencontrer ici, je n'avais pas échangé 10 mots avec elle. Autant que vous sachiez, le ménage était uni. Ils s'entendaient assez bien, je pense. Le capitaine aimait sa femme. C'est possible, mais je ne saurais en jurer. Le capitaine ne se flatte pas d'avoir des idées modernes. Le mariage est pour lui quelque chose de sérieux. Il a le respect des engagements pris, de la parole donnée. Aviez-vous de la sympathie pour madame Marshall ? Aucune. Le mot fut dit sans animosité, mais avec une tranquille assurance. C'était la constatation d'un fait, sans plus. Et pourquoi ? L'ombre d'un sourire courut sur les lèvres de Rosamond. Vous avez déjà découvert, j'imagine, que les femmes en général n'aimaient pas Arlena Marshall. Pour sa part, elle les détestait et ne s'en cachait pas. Malgré ça, j'aurais eu plaisir à l'habiller, car elle avait du goût et savait mettre ses toilettes en valeur. Oui, j'aurais aimé la voir comme cliente. Elle dépensait beaucoup d'argent pour sa toilette ? C'est possible. Elle en avait personnellement les moyens et le capitaine a de la fortune. Avez-vous entendu dire, ou savez-vous, que madame Marshall était victime d'un maître chanteur ? Une expression de stupeur se peignit sur le visage de la jeune femme. On la faisait chanter ? Arlena ? La chose paraît vous étonner ? Mon Dieu, oui, c'est tellement inattendu. Mais, cependant, possible. Tout est possible, n'est-ce pas ? La vie nous l'enseigne. Mais je me demande sous quel prétexte on pouvait faire chanter Arlena. Il y avait peut-être des choses dont madame Marshall préférait qu'elles ne vinssent pas aux oreilles de son mari. Oui, fit-elle. Le ton manquait de conviction. Avec un demi-sourire, elle expliqua pourquoi. « Je suis sceptique, dit-elle, parce que la conduite d'Arlena était assez connue. Elle ne posait pas à l'honnête femme. Vous croyez que son mari n'ignorait rien de son comportement ? Il y eut un silence. Rosamond, sourcils froncés, réfléchissait. Elle dit enfin, d'une voix lente avec des hésitations. « À la vérité, je ne sais que penser. J'ai toujours cru que Kenneth Marshall prenait sa femme pour ce qu'elle était, sans se faire beaucoup d'illusions sur son compte. Mais peut-être en allait-il autrement. Ce qui voudrait dire qu'il aurait eu en elle la plus entière confiance. » Rosamond Darnley s'anima. « Les hommes sont si bêtes,
s'exclama-t-elle. Kenneth, sous ses dehors avertis, ne connaît rien de la vie. Il est très possible qu'il ait eu en elle une confiance aveugle. Il peut avoir pensé que les adorateurs de sa femme se contentaient de l'admirer. Connaissiez-vous quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Harlena Marshall? Elle sourit. Je ne pourrais guère citer que des femmes jalouses. Or, comme elle a été étranglée, je présume que c'est un homme qui l'a tuée. C'est exact. Elle réfléchit encore et dit. Non, décidément, je ne vois personne. Mais j'étais mal placée pour être au courant. Il faudrait demander à ceux qui l'ont beaucoup fréquenté. Je vous remercie, Miss Darnley. Elle se tourna un peu sur sa chaise pour s'adresser à Poirot. Monsieur Poirot n'a pas de questions à me poser? Elle lui dédiait un sourire légèrement ironique. Il fit non de la tête et lui retourna son sourire, disant « Je n'en vois pas ». Rosamond Darnley se leva et quitta la pièce.